l'Airbus A380, le plus gros avion de ligne au monde. Aussi haut qu'un immeuble de 7 étages, il peut transporter plus de 850 passagers. Aucun autre avionneur n'a jamais tenté de construire un appareil aussi grand. Il a été conçu pour concurrencer le plus gros porteur de l'époque, le Boeing 747. Un enjeu de taille. Ça représente des milliards en termes d'investissement. On misait l'avenir de l'entreprise. Le défi logistique que représente la construction d'un si grand appareil est sans précédent. Le vrai problème, c'est la taille. C'est un avion gigantesque. On ignore alors si un engin de cette envergure sera fiable Que se passera-t-il en cas d'évacuation d'urgence? et comment il réagira en situation de crise. Je n'avais jamais vu de tels dégâts sur un avion. Voici l'histoire de l'unique Super Jumbo au monde. Singapour, le 4 novembre 2010. Le vol 32 de la compagnie Qantas décolle de l'aéroport de Changi pour un trajet de 8 heures à destination de Sydney. L'A380, surnommé le Super Jumbo, est le plus gros avion civil jamais construit. Voilà 3 ans qu'il sillonne le monde sans incident notable. C'est la fierté de la compagnie australienne. Ce jour-là, c'est Richard de Crespigny qui est aux commandes. Environ 3 minutes après le décollage, on avait atteint une altitude de 7000 pieds. Tout à coup, on a entendu un énorme bang. L'alarme s'est déclenchée. Le tableau de bord est devenu un océan de lumière rouge. On a compris qu'il se passait quelque chose de grave. L'un des réacteurs vient d'exploser, projetant des débris qui perforent l'aile et endommagent les systèmes hydrauliques et électroniques. Je n'avais jamais vu de tels dégâts sur un avion. Les systèmes de contrôle ne répondent presque plus, et le commandant ignore s'il va pouvoir poser l'appareil. L'histoire de l'Airbus A380 commence en 1988 à Toulouse. Jean Pierson, président d'Airbus, est déterminé à bousculer le monde de l'aviation. Il veut faire de l'Europe un acteur majeur dans la construction aéronautique, un secteur jusque-là dominé par les États-Unis. Lorsqu'Airbus est entré sur le marché au début des années 70, les compagnies aériennes américaines l'ont ignoré. À cette époque, elles n'avaient aucune confiance dans les avions européens. Airbus construit déjà des petits et moyens porteurs, mais ne possède que 15% du marché mondial. Pour se développer, l'entreprise va devoir concurrencer l'avionneur le plus réputé au monde, Boeing. En 1988, le géant américain fabrique près de 2/3 des avions de ligne qui circulent dans le monde, y compris l'immense 747. Jean Pierson ne supportait pas que l'américain Boeing ait le monopole des avions de 400 places. Et M. Pierson, surnommé l'ours des Pyrénées par ses employés, ne lâche pas facilement le morceau. L'ours des Pyrénées, c'est un surnom intéressant. C'était un dirigeant franc et direct. Il avait une très forte personnalité. Il pouvait être intraitable. Jean Pierson veut frapper fort. Il va s'attaquer au bijou de la couronne Boeing, le célèbre 747. Lancé en 1970, le 747 est alors le plus gros avion de ligne au monde. C'est sans conteste le roi du ciel. Le 747 est un avion légendaire. C'est indiscutable. Il a rendu l'aviation accessible à la population et a transformé l'économie aérienne. Surnommé le Jumbo Jet, le 747 permet de transporter plus de passagers à un moindre coût et ainsi de réaliser d'énormes bénéfices. Qui dit plus grand avion, dit plus de sièges, et donc une meilleure rentabilité. Boeing est le seul constructeur à vendre le Jumbo Jet
et en récolte tous les bénéfices. Boeing a eu le monopole pendant 30 ans avec le 747. C'était le numéro 1 sur le marché. Et c'est eux qui en tenaient les rênes. Le rêve de Jean Pierson commence à prendre forme lorsque son responsable du développement lui montre les plans d'un nouvel appareil, un projet très ambitieux. L'idée qu'il a présentée à M. Pierson, c'était de construire un très grand avion de ligne, encore plus grand que le 747. Aucune loi du marché de l'aéronautique ne nous empêchait de construire un avion plus gros que le 747. Jean Pierson admet qu'un super jumbo Airbus pourrait changer la donne. En donnant aux compagnies aériennes la possibilité de transporter 25% de passagers en plus, elles viendraient alors se fournir chez Airbus et non plus chez Boeing. Mais construire le premier super jumbo au monde n'est pas chose facile. Un échec pourrait provoquer la chute du constructeur. Ça représente des milliards en termes d'investissement. On misait l'avenir de l'entreprise. Jean Pierson décide pourtant que le jeu en vaut la chandelle et demande à ses équipes de se mettre au travail. Mais Airbus est un consortium de 4 fabricants, français, allemands, espagnols et britanniques. Pierson doit tous les convaincre du bien fondé de ce projet colossal. C'était une gigantesque entreprise et un pari très risqué pour la société. Mais c'était aussi un coup stratégique nécessaire. Il faudra 8 ans pour que le projet se mette en place. En 1996, Jean Pierson réunit une cellule d'experts afin de mettre au point le Super Jumbo. À sa tête, l'ingénieur d'Airbus le plus expérimenté, Jürgen Thomas. J'ai été désigné pour prendre la tête d'une nouvelle division qui allait être créée, la Large Aircraft Division. La discrétion étant de rigueur, le projet aéronautique le plus ambitieux et le plus onéreux de son époque voit le jour dans un immeuble désaffecté. On travaille dans un bâtiment relativement modeste. Rien n'était aménagé. C'était très sommaire. On n'avait rien, à part une table, des chaises et un téléphone. Les fenêtres ne s'ouvraient pas. Alors, on a commencé à blaguer en disant que c'était pour éviter qu'on se suicide, à force de travailler sur un projet qui ne verrait jamais le jour. Mais l'équipe de Jürgen ne se décourage pas. Personne ne se plaignait. Tous les gens avec qui j'ai commencé à travailler étaient tellement motivés qu'ils se moquaient de tout ça. Leur Super Jumbo top secret sera ultérieurement connu sous le nom de A380. Mais pour le moment, le projet prend le nom de A3XX. L'ambiance était celle d'une start-up. Ils étudiaient toutes les possibilités, les compromis à faire, les dimensions de l'appareil. Ça, c'était source de débat. Le premier défi de taille est de déterminer comment un avion sera en mesure de transporter un nombre record de passagers. On s'est très vite rendu compte que pour faire tenir plus de 500 personnes à bord, la seule solution, c'était de construire 2 cabines, l'une par-dessus l'autre. On préparait quelque chose de très différent, 2 rangées de hublots sur toute la longueur du fuselage, du nez à la queue. Jamais aucun constructeur n'avait tenté de concevoir un avion de ligne à double pont. Les appareils ont généralement un seul étage à l'intérieur d'un fuselage rond. La forme optimale pour un fuselage, vu en coupe transversale, c'est le cercle. Mais dans un fuselage circulaire, le nombre de sièges sur le pont supérieur serait limité en raison de la courbure de la cabine. Il faut trouver une autre solution. On avait tous des idées différentes, les Français, les Allemands, mais c'était une bonne chose, parce qu'ainsi, on pouvait mettre toutes les suggestions sur la table et les comparer, pour choisir la direction à prendre. L'équipe de Jürgen finit par se mettre d'accord sur une nouvelle forme révolutionnaire de fuselage, l'ovoïde. Grâce à cette forme d'ovoïde, l'avion dispose de 2 ponts sur toute sa largeur. Ce concept
permettra à l'appareil de transporter jusqu'à 193 passagers de plus que le 747. La forme du fuselage devait être optimisée pour améliorer le rendement énergétique, mais aussi pour apporter un maximum de confort à l'intérieur. Il fallait que le passager soit bluffé et se dise « j'ai plein d'espace, c'est un super avion ». Mais l'optimisme est de courte durée. Très vite, on apprend que Boeing, aussi, a commencé à travailler sur un Super Jumbo. En 1996, chez Airbus, on travaille activement à la conception du plus grand avion de transport de passagers au monde. Mais Boeing entend parler de ces travaux et en septembre, ils annoncent leur contre-attaque. Ils décident d'agrandir le 747 pour en faire un concurrent direct de l'A380. Le 747 nouvelle génération, avec deux nouveaux modèles, le 747-400X et l'immense 600X. La course au Super Jumbo est lancée et Boeing a déjà une longueur d'avance. Contrairement à Airbus, Boeing dispose d'une clientèle fidèle et d'une solide expérience en matière de gros porteurs. On était sous pression, parce qu'on avait peur que notre concurrent finalise son projet avant nous. On travaillait avec la crainte que Boeing nous devance encore une fois. C'était donc tendu. Les premiers mois ont été très stressants. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe, déjà sous pression avec la conception de l'avion. La plus grosse difficulté, c'est sa masse. Un avion se construit par le volume, c'est de la 3D. Donc dès qu'on l'agrandit, la masse augmente encore plus que la taille. Airbus devait trouver le moyen de construire un avion gigantesque, tout en gardant une masse raisonnable. L'équipe doit passer chaque élément en revue pour déterminer comment la masse de l'avion peut être allégée. On avait des équipes spéciales pour ça. Elles étudiaient chaque élément de l'avion. On se disait alors, même le compartiment à piles, on peut le rendre plus léger. Chaque kilo comptait. Puis l'équipe fait une découverte capitale. Un nouveau matériau composite extrêmement léger, le glaire, constitué de fibres de verre et d'aluminium. Mais ce matériau n'a jamais encore été utilisé pour la fabrication du fuselage d'un avion. Des tests montrent que non seulement le glaire permet de réaliser une économie de poids de 30%, mais qu'en plus, il est assez résistant pour être utilisé dans la construction de l'avion. Malgré cette économie de poids, les calculs de l'équipe révèlent que l'A380 pèsera tout de même 600 tonnes au décollage, soit 40% de plus que le 747. En outre, il faudra l'équiper des plus grandes ailes jamais conçues. Pour soulever une telle masse, il faut que les ailes soient suffisamment grandes. Il faut donc en passer par un certain nombre de boucles de conception afin de trouver la meilleure combinaison de paramètres qui rendront la chose possible. La surface des ailes devra être supérieure à 800 mètres carrés, soit 54% de plus que celle du 747. Ces ailes seront également les plus perfectionnées sur le plan technologique. Ces ailes sont équipées de toute une panoplie d'ailerons et de volets. C'est une très bonne aile. En termes d'aérodynamique, c'est la meilleure aile conçue par Airbus. Certes, elle est un peu lourde, mais c'est de loin la meilleure. Ces ailes immenses devraient générer assez de portance, mais leur taille engendre un nouveau problème. Lorsqu'un avion se déplace dans le ciel, il crée des poches d'air en mouvement. Ces tourbillons invisibles sont connus sous le nom de turbulences de sillage. La turbulence de sillage est généralement liée au poids de l'avion. Qui dit petit porteur, dit turbulence légère. Au contraire, un plus gros appareil provoque une turbulence plus importante. Les turbulences d'un très gros avion sont tellement puissantes qu'elles peuvent arracher le toit des bâtiments.
Une énorme turbulence de sillage au-dessus de zones résidentielles peut provoquer de gros dégâts. Personne ne sait avec exactitude quelle force aura la turbulence de sillage de l'A380. L'équipe se tourne donc vers un tout nouveau laboratoire d'aéronautique à Lille. On fait passer un modèle réduit de l'avion à travers un rideau de fumée éclairé par des lasers. Le but est de rendre la turbulence invisible visible. Les tests révèlent qu'au-dessus d'un aéroport où circulent beaucoup d'avions, la turbulence de sillage du géant A380 pourrait être fatale. Les plus petits avions seraient alors entraînés dans un tourbillon incontrôlable. Pour faire en sorte que l'A380 soit opérationnel, l'équipe de Jürgen passe des mois à étudier les résultats des tests. Ces tests nous ont appris ce qu'il fallait faire et ne pas faire. On a vraiment pris soin de minimiser la turbulence de sillage. Les ingénieurs se concentrent sur l'extrémité des ailes. C'est à cet endroit exact que se créent ces tourbillons, lorsque l'air à basse pression qui passe au-dessus de l'aile rencontre l'air à haute pression qui passe en dessous. Ils découvrent alors que le fait d'ajouter une ailette verticale sur l'extrémité de l'aile permet de réduire la résistance de l'air. Ainsi, la turbulence de sillage du Super Jumbo n'est pas plus importante que celle du 747. En décembre 1996, les plans de l'A380 sont sur le point d'être terminés. L'équipe crée alors une vidéo d'animation pour dévoiler au monde à quoi il ressemblera. Airbus est convaincu que son Super Jumbo saura rivaliser avec le géant Boeing 747. Mais en janvier 1997, Boeing fait une déclaration qui surprend tout le monde. Il se retire de la course au Super Jumbo. On a appris que Boeing avait décidé d'interrompre toute réflexion sur les très gros porteurs et d'arrêter le programme 747X. Cette décision aurait pu être une bonne nouvelle pour Airbus. Mais Boeing n'a pas fini de surprendre. Il publie des études qui révèlent que le monde n'a pas besoin de ces très gros porteurs. Le modèle économique du Super Jumbo repose sur le concept de réseau en étoile dans le transport aérien, qui consiste à faire voler de gros porteurs entre de très grands aéroports, puis à emmener les passagers jusqu'à leur destination finale dans de plus petits avions. Mais Boeing vient de déclarer que ce concept est obsolète. Boeing considérait qu'il n'y avait pas suffisamment de routes aériennes trop encombrées pour justifier la nécessité d'un appareil de la taille de l'A380. Le concurrent d'Airbus est convaincu que l'avenir du transport aérien repose sur des avions de taille moyenne qui feront directement voyager les passagers entre de petits aéroports en évitant les grosses plaques tournantes. Et tout ce que Boeing annonce est pris très au sérieux dans le monde de l'aviation. Les gens ont tendance à croire tout ce que dit Boeing. Même au sein d'Airbus, il y avait énormément d'employés qui étaient persuadés que la construction d'un très gros porteur n'était pas la bonne stratégie. Les efforts d'Airbus pendant près de 10 ans et les millions de dollars investis dans le projet auraient donc été inutiles ? Jean Pierson, le président d'Airbus, a pour ambition de construire le plus gros avion de ligne jamais conçu. Mais son concurrent direct, Boeing, a déclaré que le monde n'avait pas besoin d'un Super Jumbo. On a fait face à beaucoup de défaitistes. Le plus négatif d'entre eux, bien sûr, c'était Boeing. L'entreprise Boeing est très influente dans l'industrie aéronautique. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont décidé d'interrompre leur programme, tout le monde a dit « Vous voyez, ce marché-là n'existe pas ». Mais l'ours des Pyrénées, comme on le surnomme, reste déterminé. Jean Pierson a décidé de continuer le programme malgré tout. Il a remis tout le monde au travail et, sans l'aide de personne, il a continué à diriger efficacement ce programme et son équipe. Charles Champion, un ingénieur aéronautique, est désigné pour prendre en main l'étape la plus délicate du projet, la fabrication de l'avion. Le temps était compté.
Le défi majeur, c'était de constituer la meilleure équipe, la Dream Team qui donnerait vie au plus grand avion de ligne jamais imaginé, pour le livrer à nos clients. Mais avant de pouvoir lancer la construction de l'A380, Airbus doit bâtir de plus grandes usines dans 4 pays différents. C'est un avion gigantesque. Fabriquer un appareil aussi énorme en pièces détachées aux 4 coins de l'Europe, puis l'assembler dans un endroit précis, c'était un cauchemar logistique. Les ailes sont fabriquées au Royaume-Uni, le fuselage en Allemagne et dans le nord de la France, et l'empennage en Espagne. Charles Champion doit faire en sorte que toutes les pièces du Super Jumbo arrivent jusqu'à l'usine d'assemblage à Toulouse. Airbus a déjà acheminé des ailes et des fuselages grâce à un avion spécialement dédié au transport, le Beluga, un véritable monstre de 55 mètres de long. Cette fois pourtant, même ce géant des airs sera trop petit pour l'A380. Les ingénieurs proposent d'arrimer les pièces du Super Jumbo à d'autres avions. Mais l'idée est trop compliquée à mettre en œuvre. Charles Champion va donc devoir innover. Pour les ingénieurs, ça a été un vrai défi de repartir de zéro pour concevoir un moyen de transport spécial pour l'A380. Au bout de 15 mois, ils mettent en place un convoi extrêmement complexe, constitué de cargos, de barges et d'énormes camions qui prennent tous la direction du sud de la France. Une opération qui va demander une coordination très précise. On a conçu des barges pour passer par Bordeaux et son pont de pierre, puis Langon. Après ça, le fleuve était trop étroit. On a dû finir en camion. C'était une opération très complexe et bien sûr, on a dû faire face à de nombreuses interrogations. Quelle route prendre? Comment faire pour traverser les villages? Lors de la traversée du petit village de Lévignac, le gigantesque fuselage frôle les murs des maisons. Ils ont mis les ailes et le fuselage de l'avion sur des remorques. Et ils les ont fait passer dans les rues très étroites de tout petits villages. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi. Après un trajet de plus de 5000 km, les pièces détachées du plus gros porteur de l'histoire arrivent enfin à Toulouse. C'est ici que Charles Champion va diriger l'assemblage de ce géant du ciel. « 18 janvier 2005. Le premier prototype de l'A380 est dévoilé au monde entier au cours d'une somptueuse cérémonie. Toutes les parties intéressées étaient présentes. Les clients, les chefs d'État, bien sûr. Les chefs d'État européens, qui ont investi des milliards de dollars de fonds publics pour financer le projet, se rassemblent devant les médias du monde entier pour l'occasion. This is the most exciting new aircraft in the world. It is European cooperation working at its best. À ce moment-là, je me dis, c'est le plus bel événement auquel il me sera donné d'assister, puisque c'est moi qui dirigeais ce programme. Mais la star de la cérémonie, c'est l'avion, l'Airbus A380. C'était un moment très émouvant. Et c'est à cet instant qu'on réalise l'ampleur de son travail et de son ambition. On a construit le plus gros avion du monde. Mais au-delà de cette première victoire, il manque une étape cruciale. L'A380 n'a pas encore pris son envol. Ce test a lieu 3 mois plus tard, le 27 avril 2005. À Toulouse, une foule immense s'est rassemblée pour assister au premier envol de ce géant du ciel.
27 avril 2005. Un temps magnifique à Toulouse. 40 000 personnes se sont massées autour de l'aéroport pour voir ça. Pour nous, c'était un événement. Le premier vol de l'A380. C'est l'heure de vérité pour les pilotes d'essai qui sont tous équipés d'un parachute au cas où la démonstration se passerait mal. Fernando Alonso, l'ingénieur du vol d'essai, sait à quel point cette expérience peut être dangereuse. Quand on pilote un avion pour la première fois, tout peut très vite mal tourner. Une fois dans les airs, on n'a plus le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire. Il faut avoir tout prévu avant le décollage. Je rappelle la procédure de décollage. Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut gueuler stop et j'obéirai. 3, 2, 1, stop. À 10h29 précise, sous un ciel dégagé, l'A380 accélère sur la piste de décollage. Le gigantesque appareil se soulève sans effort. Avant le décollage, ce n'est rien qu'un assemblage de carbone et d'aluminium. Puis tout à coup, quand il décolle, c'est comme s'il prenait vie. Il était très agréable à piloter. Dès la première minute après le décollage, il a très bien volé. On avait imaginé ce moment pendant des années. Et tout à coup, c'est devenu réalité. C'était une journée magnifique dont je me souviendrai toute ma vie. Après 4 heures de vol sans encombre, l'A380 se pose sur la terre ferme. C'est officiellement le vol du plus gros avion de toute l'histoire de l'aviation commerciale. Au cours des 19 mois suivants, l'appareil effectue plus de 2500 heures de vol d'essai. C'est un passage obligé pour obtenir les certifications de vol. Mais pour l'A380, c'est aussi un moyen de convaincre le public qu'on peut voler en toute sécurité à bord d'un appareil aussi imposant. Le public s'inquiétait qu'un avion puisse transporter autant de passagers. Certes, c'est un très gros appareil, mais c'est un avion comme les autres qui se pilote exactement de la même manière. Il est simplement plus grand. Les pilotes d'essai poussent l'A380 dans ses retranchements. On l'a testé dans des conditions climatiques extrêmes. On a repoussé ses limites structurelles, on a repoussé ses limites ergonomiques. L'un des tests a pour but d'identifier la vitesse minimum au décollage. Les pilotes font alors délibérément traîner la queue de l'avion sur la piste. L'A380 passe tous les tests haut la main. L'appareil s'en est très bien sorti. Je suis très fier de cet avion, de ses ailes et de tout son système. Mais l'épreuve la plus redoutable reste à venir. Airbus a fabriqué le plus gros avion de ligne de l'histoire. Et jusqu'à présent, il a passé chaque test de vol avec brio. Désormais, il ne lui reste plus qu'une étape à franchir pour recevoir son certificat de vol. Airbus doit prouver qu'en cas d'urgence, les 873 passagers et membres d'équipage à bord de l'A380 pourront être évacués en moins de 90 secondes, soit le même laps de temps qu'un avion de ligne ordinaire. Pour les autorités, il était hors de question de nous accorder 120 secondes parce que l'appareil était plus grand. La règle, c'est 90 secondes, pas une de plus. Le 26 mars 2006, à Hambourg, en Allemagne, Airbus se prépare à lancer le plus grand exercice d'évacuation jamais réalisé dans l'histoire de l'aviation. Pour que le test soit réussi, toutes les personnes à bord doivent être évacuées par la moitié des sorties, en moins de 90 secondes et dans l'obscurité totale. C'était un défi énorme, et c'était aussi très risqué, parce qu'en cas d'échec, on avait du souci à se faire.
L'avenir du Super Jumbo est en jeu. C'est une réussite. Les 873 personnes à bord sont évacuées en 78 secondes précisément, soit 12 secondes de moins que le temps réglementaire. Maintenant que l'A380 a reçu son autorisation de vol, les commandes se multiplient. Mais les unités de fabrication sont réparties dans 4 pays différents, ce qui retarde considérablement la production à grande échelle. Il est très vite devenu évident qu'Airbus n'allait pas pouvoir produire cet avion en série aussi vite que prévu. Et pour ne rien arranger, les ingénieurs chargés du câblage font une découverte très problématique. Un certain nombre de câbles sont trop courts. Le système de câblage de l'A380 a été conçu en France et en Allemagne. Mais chaque pays a tenu à utiliser son propre logiciel. Les ingénieurs français ont utilisé leur système informatique et les ingénieurs allemands ont gardé le leur. Il y a donc eu un problème de compatibilité. Si tout le monde avait utilisé le même logiciel, le problème aurait pu être identifié à temps. On jonglait avec 5 cultures différentes. Les Français, les Allemands, les Espagnols, les Anglais, mais aussi Airbus Central. On avait tous un point de vue différent. Chaque A380 nécessitant plus de 500 km de câbles, les conséquences de cette négligence sont très lourdes. Ils ont dû faire venir d'autres employés Airbus à Toulouse pour pouvoir recâbler l'appareil. Tout ceci a engendré des retards considérables dans les livraisons et bien sûr des coûts supplémentaires. L'avion a dû être entièrement démonté et le câblage revu de A à Z, du nez à la queue. Le choc des cultures entraîne le projet A380 vers la chute. Airbus a déjà accumulé 1 an de retard et 2 milliards de dollars de coûts supplémentaires. À cause des retards, Airbus est contraint d'abandonner la version cargo de l'A380. De grosses sociétés de transport annulent leur contrat, générant une perte de 5 milliards de dollars de recettes. Ça a été très douloureux. La leçon qu'on en a tirée a été rude. Désormais, tout repose sur la version passager de l'A380. Les compagnies Singapore Airlines et Emirates ont passé des commandes pour un montant de 20 milliards de dollars. Mais au vu du retard accumulé, nul ne sait si les compagnies ne vont pas perdre patience et tout annuler. La direction fait tout son possible pour garder les contrats. On peut perdre la confiance d'un client en quelques jours. C'est donc essentiel de leur expliquer, de leur faire comprendre ce qui se passe, même si on n'est pas fier de la façon dont ça s'est déroulé. C'était très tendu. Heureusement, l'opération de charme d'Airbus pour garder les clients finit par payer. On n'a pas eu une seule annulation de commande pour l'A380, en dépit des retards estimés entre 18 mois et 2 ans et demi. Cela fait maintenant près de 20 ans que le projet du Super Jumbo a été lancé. Airbus a dû faire face à des défis logistiques et techniques sans précédent. Mais le rêve de Jean Pierson est devenu réalité. L'A380 s'apprête à entrer en service. « 25 octobre 2007. On se retrouve à l'intérieur.
Des centaines de passagers embarquent à bord d'un A380 de la Singapore Airlines pour vivre le premier vol commercial de l'appareil. Le plus gros avion de ligne de l'histoire, aussi haut qu'un immeuble de 7 étages, peut transporter jusqu'à 30% de passagers de plus qu'un 747. Il est équipé des plus grandes ailes jamais construites. Je suis impressionné par ces ailes. Aujourd'hui encore, je ne me lasse pas de les admirer. Quand je voyage en A380, je demande toujours un siège près du hublot, de préférence à côté de l'aile. Et je passe mon temps à la regarder. Les passagers de ce vol inaugural partagent tous cet enthousiasme. C'était bien. On a applaudi au décollage, on a applaudi à l'atterrissage. Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. Ça n'avait rien à voir avec un vol normal. C'est vraiment un super avion. Et je suis même déçu de ne pas faire le vol retour à son bord. Du point de vue du passager, l'A380 est un avion exceptionnel. Dès qu'on entre dedans, on remarque tout de suite ce superbe escalier. C'est une expérience très agréable. Le Super Jumbo offre aux passagers un niveau de confort et de luxe sans précédent pour un avion de ligne. Sa surface au sol de 550 mètres carrés a permis d'aménager des chambres avec des lits doubles et même des douches. Cet avion n'est semblable à aucun autre. C'est l'appareil phare des compagnies aériennes qui vous diront avec fierté que vous êtes à bord d'un A380. Les 3 années suivantes, les commandes se multiplient. 15 compagnies aériennes internationales commandent 223 A380, qui rapporteront 77 milliards de dollars à Airbus. La Lufthansa, la compagnie nationale allemande, fait partie des clients d'Airbus désireux d'acquérir un Super Jumbo. Les premiers A380 de la Lufthansa sont mis en service en 2010. Aujourd'hui, la compagnie en possède 12. Helmut Wagner en est l'un des pilotes. Étonnamment, l'A380 est encore plus facilement manœuvrable que tous les avions que j'ai pilotés jusqu'ici. C'est un appareil gigantesque, mais on ne le ressent pas du tout une fois aux commandes. Airbus passe un cap en 2009, car c'est la première année que les compagnies aériennes achètent davantage d'A380 que de 747. L'avionneur a eu raison de continuer à croire au réseau en étoile. Un ancien PDG de Boeing s'est étonné que les clients n'achètent plus de 747. Forcément, ils prennent des A380 à la place. Le rêve de Jean Pierson de rivaliser avec Boeing semble enfin s'être réalisé. Pourtant, un an plus tard, un événement catastrophique va remettre en question l'A380. « 4 novembre 2010. Le vol Qantas 32 décolle de Singapour pour un trajet de 6000 km vers Sydney. À son bord, 469 passagers et membres d'équipage. Alors que le pilote fait monter l'appareil à 2100 mètres, le passager Mike Took regarde les images retransmises par la caméra installée sur la queue de l'avion. J'ai vu une colonne de fumée blanche se dégager sur le côté gauche de l'appareil. Puis on a entendu un énorme bang. Il y avait un énorme trou rectangulaire dans l'aile. L'un des moteurs Rolls-Royce de l'appareil vient d'exploser, provoquant toute une série de problèmes auxquels le commandant de Crespigny doit faire face. La moitié des contrôles ne répondaient plus. Il y avait des trous dans l'aile. La moitié des ailerons ne produisait plus de portance. La moitié des spoilers étaient défectueux et on avait perdu la moitié des freins. Ça allait bien au-delà de tout ce qui est prévu lors de la conception d'un avion. Le commandant doit absolument poser l'avion gravement endommagé. Mais l'appareil est trop lourd. Il faut d'abord le vidanger. Malheureusement, certains systèmes d'alimentation au kérosène ne répondent plus. En cabine, les passagers craignent le pire.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas atterri? Pourquoi est-on toujours en vol? On pensait que quelque chose de grave nous empêchait d'atterrir. Richard de Crespigny n'a d'autre choix que d'essayer de poser l'avion en étant 45 tonnes au-dessus de la masse maximale autorisée à l'atterrissage. Un problème supplémentaire auquel le pilote doit faire face pour tenter de poser l'avion au sol sans faire de victimes. Désormais, il est impératif de maintenir la bonne vitesse d'approche. On a calculé qu'en diminuant d'un nœud notre vitesse d'approche de 166 nœuds, on aurait une alerte de vitesse. En accélérant de 3 nœuds, on sortirait de la piste. Selon les calculs du copilote, sur les 4 km de la piste d'atterrissage, la marge de manœuvre ne sera que de 100 mètres. Le commandant prépare l'appareil pour l'atterrissage. On sentait presque le sol trembler sous nos pieds, parce qu'on s'approchait très vite. Le sort de l'avion repose désormais sur le pilotage du commandant de Crespigny. Alors qu'on descendait à 150, puis à 100 mètres, l'alerte de vitesse s'est déclenchée à 2 reprises pour nous signaler qu'on volait beaucoup trop lentement. L'avion finit par se poser, mais sa masse est trop importante et seulement la moitié des freins fonctionnent encore. On n'avait pas du tout l'impression que l'avion était en train de ralentir. L'appareil arrive bientôt en bout de piste. On avançait à toute allure sur le tarmac et on avait l'impression de voir l'aéroport défiler à 250 km/h. L'avion finit enfin par ralentir. On a réussi à immobiliser l'avion à 150 mètres de la fin de la piste. Huit camions de pompiers étaient déjà sur place pour nous protéger, nous et les passagers. C'est seulement à cet instant que l'on réalise l'ampleur des dégâts. Une section entière de l'immense moteur a volé en éclats. L'atterrissage d'urgence réalisé par les pilotes est un exploit extraordinaire. L'équipage de Qantas a fait un travail remarquable. Ils ont réussi à identifier le problème, ils ont gardé leur sang-froid face à la catastrophe et ils ont su poser l'avion sans faire de victimes. Pour le pilote, cet exploit est aussi dû à la conception de l'A380. Les gens remettent souvent en doute la résistance de l'A380, le plus gros avion du monde. Mais depuis cet incident, plus personne ne le remet en question. Rolls-Royce, le fabricant des moteurs de cet A380, ouvre tout de suite une enquête pour savoir ce qui a provoqué l'explosion. Il découvre qu'une fuite d'huile s'est créée et est entrée dans le moteur qui s'est enflammé, causant l'explosion de la turbine. L'entreprise en prend l'entière responsabilité et met tout en œuvre pour que le problème ne se reproduise pas. C'est le premier incident majeur de l'A380, mais l'appareil a su prouver qu'il était suffisamment fiable pour y résister. Malheureusement, les accidents arrivent, et presque tous les modèles d'avions en ont fait l'expérience à un moment ou à un autre. Les moteurs peuvent tomber en panne ou exploser. L'A380 a été tellement bien pensé que, même endommagé, les pilotes ont pu le poser en un morceau, sans faire de victimes. Il y a 25 ans, Jean Pierson, le PDG d'Airbus, a fait l'un des paris les plus risqués de l'histoire de l'aviation civile. Déterminé à concurrencer la suprématie de Boeing, il a misé l'avenir de sa société sur la construction d'un super jumbo. Quand on lance un programme de construction d'un gros porteur, on prend toujours des risques. Mais dans le cas de l'A380, ça dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Aucun autre avionneur n'a jamais tenté de construire un aussi gros appareil.
Aujourd'hui, l'A380 s'est largement fait une place dans les plus grands aéroports du monde. Les ventes de cet appareil sont bien souvent meilleures que celles du 747. Et c'est grâce à lui qu'Airbus a réussi à passer de 15 à 50% des parts de marché. L'A380 a marqué l'entrée d'Airbus dans l'industrie. Sur le marché des porteurs de plus de 150 sièges, il n'y a qu'Airbus et Boeing. L'A380 a également révolutionné notre façon de voler. Si l'A380 n'existait pas, les compagnies aériennes devraient mettre plus de petits avions en service. Ça impliquerait davantage de trajets, donc de coûts, et un ciel plus encombré. Les créateurs de l'A380 ont fait bien plus que construire un avion. Ils ont écrit l'histoire. Quand on est à Londres, à côté de Tower Bridge et le long de la Tamise, on peut voir les A380 se succéder dans le ciel. Et là, je me dis, incroyable, on l'a fait.